Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Bob. Bonjour Lilou. Comment vas-tu? Très très bien, merci de m'accueillir. Je suis ravie de recevoir le flic guérisseur. C'est pas rien comme ça, comme titre de livre. C'est un livre accrocheur, un titre accrocheur pour un livre qui, j'espère, va accrocher beaucoup de personnes. Ouais, moi j'ai trouvé ton histoire captivante, au-delà du fait que tu as travaillé depuis toutes ces années pour la police nationale, l'élite de la police nationale, pour cette grande maison, où tu as gravi les échelons au fur et à mesure et vraiment tu t'y es investi de plein cœur, comme tout ce que tu fais d'ailleurs, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure du livre que tu as également en parallèle de tout ça et d'avoir reçu la Légion d'honneur, la médaille du mérite et bien d'autres encore médailles pour certifier ta présence, l'impact que tu as eu aussi au niveau de la nation. Donc félicitations pour ça et d'avoir osé écrire ce livre parce qu'en parallèle, et c'est ça bien sûr qui m'intéresse dans cette interview, en parallèle de tout ça, tu guérissais tes collègues. Tu avais des flashs, des prémonitions, des intuitions. Ta petite voix intérieure te disait d'aller faire telle action, voilà, et comme ça d'aider à certaines enquêtes. C'est quand même fascinant de voir le déroulé et à quel point ce don de guérisseur que maintenant tu pratiques dans un cabinet à temps complet, au moment de ta retraite, finalement, tu l'as fait au fur et à mesure, depuis très longtemps. Alors oui, c'est une vieille histoire. Tu as lu le livre, c'est une vieille histoire. Mon histoire commence il y a bien longtemps dans le nord de la France. Et ensuite, lorsque je rentre dans la vie active dans la police nationale, cette capacité qui était déjà en moi, j'ose l'exposer devant les collègues. Ce n'est pas dans le livre, mais la première fois où j'interviens, c'est sur une entorse auprès d'un collègue qui, en rentrant dans le service de police, loupe la marche et se fait une entorse. Et je lui dis, attends, je vais te la faire passer. Et t'imposes les mains. J'impose les mains. Je ne touche pas les gens. On ne peut pas me... il n'y a aucune équivoque, je ne touche jamais les personnes. Et je le soigne. Et de là s'enclenche la suite de ma carrière. Mais tu savais que tu avais déjà testé avant de... Oui, j'ai une de mes grandes sœurs qui me dit que j'ai soigné quelqu'un il y a très longtemps, et notamment un chien, et j'avais l'âge de 8 ans. Voilà, j'aurais soigné un chien de la maison à l'âge de 8 ans. Je n'ai pas le souvenir, c'est ce qu'on me rapporte. Je n'ai pas ce souvenir-là. Mais de manière intrinsèque, je savais, de par l'initiation, en quelque part, de ma grand-mère, que j'avais cette capacité. Ta grand-mère était barreuse de feu et elle te l'a transmis post-décès. Oui, étonnamment. Alors, je l'avais vue pratiquer de nombreuses fois, je la questionnais en permanence et elle me l'a transmis post-décès d'une manière assez étonnante. Voilà. Donc, est-ce que tu étais prêt à recevoir ce don, finalement? C'est quelque chose qu'on transmet? Oui, je pense qu'il y a une forme de transmission. Mais il y a surtout une forme de prise de connaissance, de prise de conscience et de connaissance de son don qui est ancré en nous. Et c'est ce que j'essaye aussi à travers ce livre de faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut qu'il faut oser, qu'il faut s'autoriser à faire. Donc oui, j'avais cette... je sentais que c'était là et il fallait le faire. Voilà. Et le fait d'avoir en plus quelque part l'aval de ma grand-mère qui me donne cette possibilité de barrer le feu. Comme un héritage. Une continuité. Une continuité, oui. Voilà. L'héritage, parfois, on le dilapide. Moi, je l'ai enrichi, j'espère l'avoir enrichi de par mes perceptions qui ont complètement évolué depuis également. Voilà. Tu parlais d'intuition, tu parlais de signes. Oui, cette intuition est très forte, cette perception de ce qui nous entoure qui est pour moi quasi permanente. Il faut que je décroche. J'ai un protocole qui m'est propre pour arrêter de percevoir parce que sinon c'est invivable. Donc oui, ces perceptions ont évolué avec le temps et m'ont permis d'être devant toi aujourd'hui et d'avoir écrit ce livre. Oui, donc ça va de pair avec la rationalité parce que tu as évolué dans un milieu
très rationnel. Toi-même, tu es bien terrien, bien ancré. Est-ce que ça t'a pas fait peur, tout ça? Enfin, je veux dire, comment tu as géré ces flashs, ces idées, ces informations qui venaient à toi, ces guérisons même miraculeuses? Alors, ces guérisons miraculeuses. Oui. Attention, j'ai reçu une dame qui m'a dit: vous êtes la dernière personne après Lourdes, et voilà. Non, je fais. Enfin, une forme de miracle, le miracle, c'est le mystère. Et je suis dans le mystère. J'accepte le mystère. Le miracle, c'est le mystère. Et qu'est-ce que le mystère? Regardons ce qu'est le mystère. Acceptons-le. Ouvrons-nous à lui, ouais. Ouvrons-nous au mystère. Ouvrons-nous à cette possibilité d'accepter le mystère. Donc, mon côté rationnel de flic que j'étais, pour revenir sur ta question, ce côté rationnel, je l'ai toujours accepté, mais je savais qu'il y avait au fond de moi de l'irrationnel. Donc cet irrationnel, tout à l'heure tu me disais tes intuitions qui t'ont permis de... Oui, dans le livre il y a quelques anecdotes d'intuitions qui me disent attention, il va se passer quelque chose. Il ne faut pas s'imaginer que j'ai résolu des affaires avec cette intuition. D'ailleurs, il faut faire un point essentiel là-dessus. Je pense que c'est le moment de le dire aussi. Dans la police nationale française, un seul flic ne résout pas les affaires. Dans la police nationale française, et notamment en police judiciaire, c'est un groupe d'individus. C'est plusieurs individus qui se réunissent sur la brigade criminelle, qui est une brigade excellente, qui est constituée de plusieurs individus qui constituent des groupes, et les groupes constituent la brigade. Et en cas d'affaires importantes, c'est toute la brigade qui est. Donc c'est un apport conséquent de toutes les individualités, avec la particularité de chacun qui permet de résoudre ces affaires-là. Il n'y a, je te sais franco-américaine, Colombo en France n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de Colombo français. Voilà, celui qui se prétend avoir résolu telle affaire, c'est un menteur. Ouais. Et c'est certainement pas la vision de cette grande maison, comme tu l'appelles. Voilà, c'est ça. La vision de la grande maison, qui est une grande famille, je le dis, quand on rentre dans cette organisation, dans cette institution étatique qui est la police est vraiment une grande maison, avec toutes les particularités que l'on peut rencontrer dans les grandes familles, ou dans les familles où il y avait... chaque frère et sœur ne se ressemble pas et ne ressemble pas forcément aux parents et aux grands-parents, mais ça constitue une famille. Moi, la famille police que j'ai connue et que je connais encore, la famille police, c'est une famille qui est constituée essentiellement de gardiens de la paix. La base, quand on rentre dans la base, dans la police nationale, on est gardien de la paix. Ouais, donc la police, contrairement à certains, ce que disent certains, la police ne tue pas. La police est là pour aider, pour accompagner. Et moi, c'est ce côté-là aussi que je veux mettre en avant, de par mes capacités qui sont les miennes maintenant, et que j'avais dans la police, et que je soignais, et que je recevais. Il est bien évident que lorsque j'avais une personne que j'auditionnais une personne qui avait subi un viol ou une agression, et ainsi de suite, sans qu'elle le sache, mais il y avait un soin qui se faisait. Il y avait un soulagement. Il y avait une forme d'accompagnement. Et dans l'accompagnement, la verbalisation, dans l'audition, c'est important, ça soulage. Une audition bien menée fait évacuer une partie du stress, et le côté traumatique ou post-traumatique, de fait de l'avoir évacué, on peut peut-être envisager la croissance post-traumatique dont parle Tahar Ben Saal, qui est un élément essentiel aussi. Tu parles de guérison ? On peut parler de guérison. On peut parler de guérison. Comment tu vois ça, la guérison ? Alors, c'est un sujet compliqué en France, la guérison. Si devant toi je dis que je guéris, je vais être poursuivi en disant mais c'est la médecine, et ainsi de suite. Je dis qu'il y a des gens qui viennent chez moi et qui sont heureux qu'au bout d'un certain nombre de jours, leur verrue qui était là depuis des années a disparu. Alors je ne sais pas si c'est une guérison,
mais la verrue n'est plus là. Je suis heureux de voir des gens qui viennent chez moi, qui ont un eczéma depuis des années, et puis au bout d'un certain temps, l'eczéma disparaît. Est-ce que c'est de la guérison? Est-ce que c'est du placebo? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'auto-guérison? Si j'arrive à provoquer l'auto-guérison, c'est déjà assez exceptionnel. Tu mentionnes une conscience universelle quand même dans ce livre. C'est comme ça que tu la nommes. Ah, mais complètement. Cette conscience universelle, cette force. Actuellement, il y a un mot qui fait peur, c'est le mot divin. C'est quelque chose que peu de gens emploient. L'amour divin, il est là. Il est là. Qu'on le veuille ou non, il est là. Devant des atrocités, devant quelque chose. C'est vrai que c'est épouvantable de voir, et Dieu sait si j'en ai vu, des morts épouvantables qui perturbent, où on peut se poser la question. Ben, prenons un peu de recul, disons, nous, tiens, quel est le dessein final de cette conscience universelle, de cet amour de cet amour divin? Quelle est la finalité de tout ça? Et pour moi, ah ouais, ben, je suis dans le côté positif, je suis rarement dans le négatif. Donc tu te laisses traverser par cette force, on va dire, par cette puissance. Lorsque je fais le soin... tu te mets en position de réceptivité ou comment oui, il y a quelque chose qui se passe. En préalable, j'explique à la personne ce qui va se passer, ce qui est susceptible de se passer. Parce que chaque cas est particulier. Donc, ce qui est susceptible de se passer. Et surtout, je dis, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Je vous préviens, voilà. Ne vous imaginez pas que c'est du 100%. Donc, je me mets en capacité de recevoir des informations. Quand je dis cette capacité de recevoir des informations, c'est vraiment recevoir des informations de je ne sais où, qui passent à travers moi et qui vont à cette personne, qui parfois percutent des souvenirs, des sensations, et vient réveiller quelque chose dans la personne. Et parfois, c'est des informations que la personne me transmet pour que je transmette. C'est un double sens. Et la difficulté dans le soin, lorsqu'on est guérisseur et qu'on est vraiment guérisseur, c'est de se faire d'être dans la neutralité, de ne rien arrêter, de ne rien percevoir. De ne rien analyser. Surtout rien analyser. Ne pas transformer ou ne pas déformer le mot qui nous parvient. Je n'ai plus d'odorat depuis des années. Et lorsque j'ai une odeur qui me vient et que je suis en soin, je sais que c'est pour la personne. Je lui donne simplement l'odeur que je perçois. Du lilas, par exemple, tu nous parles de ce moment. Exactement. Et il est bien évident que j'aurais pu transformer cette information en disant « vous aimez les fleurs, vous aimez ceci ». Est-ce que interpréter, l'interprétation, c'est la pire des choses dans le soin. Il faut être le plus pragmatique possible, dire ouais. Comme lors d'une enquête, non? Exactement. Ce parallèle de flic guérisseur, étonnamment, les gens vont découvrir que ce que tu découvres là, c'est complémentaire. C'est la même chose. Moi, les gens arrivent et s'assoient devant moi et je leur dis, je leur dis des choses qui paraissent complètement anodines, mais je ne sais pas pourquoi telle personne, ça va être commencé en disant mais vous habitez loin, vous venez d'où, votre travail, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas par où je vais, comment. Et cette phrase vient spontanément et 95 ou 80, pour ne pas dire 100% des fois, je suis dans le sujet, mais de manière quasiment instinctive, je suis dans le sujet. Et tu l'entends, ces mots-là, on te les souffle? Quasiment, oui. Où ça vient cette perception, comment dire, de dire, je les perçois. La perception est étonnante parfois. Parfois, c'est des mots qui traversent. Très souvent, je dis des phrases et je m'aperçois que ce que je viens de dire, je ne m'en souviens plus à la seconde où la phrase s'arrête. Et ce qui est étonnant. Et je suis obligé de demander à la personne, mais qu'est-ce que je vous ai dit là? Là, bon,
ça peut paraître complètement dingue, mais c'est la réalité des choses, oui. Alors, bon, moi, je me laisse porter. Je me laisse porter par cette force divine, cette conscience universelle que je nomme dans ce livre. D'ailleurs, tu as une phrase que tu te répètes à chaque fois, tu es convaincu en fait de ce que tu fais, mais tu as des... J'ai ma phrase qui m'est venue un beau jour et que je répète plusieurs fois dans le livre, qui est « Je n'ai aucun doute sur ce que je fais, je n'ai que des incertitudes quant au résultat ». Et c'est vraiment la réalité. Je n'ai aucun doute sur l'action que je mène. Je n'ai aucun doute de te parler. Je n'ai aucun doute d'être là aujourd'hui. Le résultat, toi et moi, on le découvrira plus tard. Et on ne le connaît pas. Ouais. Et ça met dans une posture d'émerveillement, finalement, aussi, quand même. D'ouverture, en tous les cas. L'ouverture est énorme et considérable. Tout à l'heure, je te disais, mais chaque cas est particulier, mais chaque cas est un cas merveilleux. C'est un cas merveilleux qui m'émerveille, qui est... je me dis, mais quelle chance j'ai, quelle chance, et parfois, merde, pourquoi vous me... C'est une responsabilité. Vous me donnez telle information. Il y a des informations que je capte que j'aimerais ne pas capter. Tu dis tout ce que tu captes ? Non. Non. Comment tu choisis alors là justement, parce que là tu décides pour le coup. Là j'interviens. Là j'interviens parce qu'il y a des fois je me dis non, je peux pas dire ça. C'est dur de pas le dire, non ? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il m'arrive souvent de pleurer après que la personne soit partie du cabinet. Mais c'est comment dire, c'est une responsabilité. Je suis ému. Ouais. Mais oui, qu'est-ce qui t'émeut ? Parce que c'est quoi cette émotion, justement ? De me remémorer, en reparlant de ça, je me remémore de certains cas qui auraient pu... oui, je ne l'aurais pas dit, mais le fait de ne pas le dire, aussi est peut-être une volonté aussi de cette conscience, de me faire percevoir et de dire, voilà, tu... le dis pas, parce que quand je le dis, très souvent je dis ce que je perçois, et sur les cas les plus graves, il m'est impossible de le dire. Voilà. Je contourne, je serais de vous, j'irais faire une radio, je serais de vous, voilà, il y a des perceptions qui me sont étonnantes. Voilà. Mais tu accompagnes quand même, tu as accompagné des amis, et même des chefs, enfin, des anciens directeurs généraux ou autres de la police nationale, enfin, ou d'autres de tes collègues dans des phases de cancer jusqu'au deuil. Enfin, le directeur général, oui, mon ami Frédéric Fertin est toujours en vie. Et pour longtemps, voilà. Bien sûr, et il l'a vu d'ailleurs, il certifie. Exactement. Il a eu l'info. Longue vie à Frédéric. Voilà, exactement. Non, mais d'autres collègues que j'ai accompagnés. J'ai accompagné des collègues, j'ai accompagné des amis proches, j'ai accompagné des gens de manière étonnante. Et pourtant, tu savais qu'ils allaient décéder bientôt. Oui, mais je les accompagne. Je leur disais pas, mais ils comprenaient. Ma présence était suffisante pour comprendre que. Voilà. J'ai quelques autres anecdotes où oui, la personne veut me voir parce que elle va décéder. Voilà. Certains appellent ça passeur d'âme. Un moment qui est quand même... Oui, je me suis posé la question si j'étais passeur d'âme, parce que je connais bien le terme. Et, je ne me considère pas comme passeur d'âme. Voilà. Je laisse cette lourde responsabilité à des personnes qui font mieux que moi au niveau de passeur d'âme. Oui. C'est étonnant de... La fonction de passeur d'âme, c'est compliqué. Tu connais Stéphane Alix, puisqu'en 2013, tu l'as rencontré. Ouais. Il a commencé à exposer ton activité et tu as eu l'accord de la police nationale que tu pouvais d'ailleurs exercer tout à fait. Ça en parallèle, ou en tout cas tu as eu la bénédiction, on va dire. Le papier officiel. Le papier officiel, voilà, le papier officiel. Ouais, le sceau de la République. Voilà. Hein. Stéphane Alix a écrit donc La mort n'existe pas. Oui. Pour toi, c'est le cas ? La mort n'existe pas. Je confirme, pour moi, la mort n'existe pas. Pour moi, c'est inconcevable qu'elle existe.
La continuité de la vie se fait d'une autre façon, mais la mort n'existe pas. La mort, non. Peu importe de la manière dont on meurt, mais ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre, cette âme qui est en moi, qui est en relation, c'est pas mon cerveau qui analyse ce que je perçois, c'est autre chose. De manière inconsciente ou consciente, mon âme ne se situe pas là, mon âme est là, et est au cœur, est au plexus, et je me dis, non, la mort n'existe pas. Tes collègues tu as dû avoir des conversations un petit peu, des fois compliquées avec certains collègues, non? Oui, il y a beaucoup de... Il y a une ouverture aussi dans la police nationale? Il y a de l'ouverture dans la police nationale. J'ai rencontré quand même des collègues qui pratiquaient, qui ont pratiqué également, qui ont de manière discrète. Moi, j'ai pratiqué pendant 35 ans de manière discrète. Je me suis surpris à calculer le nombre de services que j'ai fait en 35 ans. J'en ai fait 14 dans la police nationale. 14 services. Ah oui, donc tu en mentionnes beaucoup dans ce livre, finalement. Il y en a pas mal, là, de raconter. Oui, je ne sais plus à combien j'en suis dans le livre, mais en tout, j'ai 14 services différents. Et tout dans la police, essentiellement dans la police judiciaire. Si ce n'est un petit passage dans la protection des hautes personnalités, mais essentiellement dans la police judiciaire. Et là, j'ai rencontré, dans la plupart des services, il y avait toujours quelqu'un qui barrait le feu, ou qui avait quelques capacités. Il y a des collègues qui tirent les cartes discrètement. Voilà, il y a ça existe, oui, comme dans beaucoup oui. de sociétés privées où oui. Il y a des gens qui... Mais tu t'es jamais senti moqué ou qu'on parlait derrière ton dos ou que tout ça faisait quand même bien marrer Lilou, je pense parfois on doit vous dire, mais qu'est-ce que vous faites d'interviewer des fous furieux comme Robert Martin? Mais forcément, oui, on me prend pour un rigolo. Il y en a qui se moquent, mais la moquerie, ça ne me dérange pas. Je suis pas là, je le dis, je suis pas là pour convaincre les sceptiques. Je suis là pour dire aux gens qui perçoivent, allez-y. Un soin fonctionne autant sur un sceptique? Ah oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas une ouverture d'esprit, parce que des fois on dit qu'il faut quand même que la personne aussi, que c'est à mi-chemin entre et l'ouverture de la personne qui croit aussi et qui a envie d'eux. Alors, très souvent, j'ai eu quelques cas de personnes qui venaient dans mon cabinet, et j'ai toujours quelques cas de personnes qui viennent dans mon cabinet qui me disent « Je vous préviens, je n'y crois pas, mais je viens parce que c'est ma femme, parce que c'est le voisin, parce que c'est le collègue de bureau, Dieu sait qui. » Mais je me dis, dès l'instant où il est là, c'est qu'il croit. Ouais. C'est qu'il y a une graine qui fait que il est là, il est dans mon bureau, il est là, il est devant moi. C'est que... Mais tu attends quand même qu'on te le verbalise. Pour toi, ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui propose, c'est la personne qui demande. Oui. Elles sont rares, très rares, les fois où je propose immédiatement le soin. Voilà. Je l'ai fait récemment, à l'autre bout du monde. Ça a été formidable, c'était une belle rencontre. Voilà, dans à distance, pays, tu veux dire? Non, pas du tout. J'étais sur un voyage récemment en Asie et j'ai rencontré une paysanne que je ne reverrai certainement plus jamais, mais je l'ai soulagée parce qu'elle venait de se faire piquer l'œil avec de l'acide de fourmi rouge et c'était une brûlure et donc je l'ai soulagée. Et tout le village après se réunissait autour de moi pour me dire chaman. Non, je suis pas chaman. Je suis simplement un barreur de feu qui enlève le feu. Et voilà. Alors, je me suis proposé directement parce qu'elle souffrait vraiment, cette dame. Ouais. Alors parfois, oui, j'y vais directement, sans qu'on me dise. Mais je demande rarement. Voilà. J'attends que la personne vienne à moi et me demande. Ouais. C'est important de verbaliser quand même et de dire oui, j'ai envie d'être soigné, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie, enfin non? Ah mais là, tu touches à un autre sujet, des gens qui viennent me voir et je sens qu'ils sont bien dans leur maladie. C'est épouvantable ce que je dis, hein. Ouais. Mais la personne vit depuis des mois avec telle pathologie, mais ça lui convient parce qu'elle existe. Et très souvent, je plains ces personnes-là parce qu'elles prennent conscience de leur corps en ayant mal ou en ayant conscience que ça va se dégrader et parce qu'elles n'ont pas pris
assez soin de leur corps et de leur âme pour percevoir qu'il fallait arrêter cette fuite en avant de se dire c'est pas grave et se consacrer qu'à son boulot. Qu'est-ce qui crée plus de dégâts finalement au niveau du corps De ne pas s'aimer. Aimons-nous déjà. Je m'aime. Ça, c'est se le dire tous les matins. Peu importe de nos défauts, de nos qualités, mais se dire merci, je m'aime. Voilà, je t'aime. Dire devant devant l'écran, mais je t'aime. Devant son miroir, je t'aime. Enfin, c'est exceptionnel de recevoir son propre amour. De recevoir son propre amour, ouais. De recevoir son propre amour, c'est d'une puissance inouïe. D'arriver à être... Moi, pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi j'arrive je me dis pourquoi. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais ma réponse, c'est je déborde d'amour. Ouais. Je suis plein d'amour. Je suis plein d'amour. Donc, en étant plein d'amour, j'en donne de l'amour. Ça déborde, ouais. Et ça ne me dérange pas d'en donner. Parce que le fait de donner de l'amour, j'en reçois. Et ça me remplit à nouveau. Et c'est sans fin. Tu ne te sens pas vidé lors de soins ? Pas du tout. Il y a des soins qui me perturbent. Il y a certains soins perturbants. Oui, il y a des soins, mais c'est pas... Je me sens pas vidé. C'est pas mon énergie. Moi, je ne suis que le transmetteur. Je ne suis que le maillon entre quelque chose qui est autour et la personne qui est devant moi, ou la personne qui est devant moi avec quelque chose qui est autour. Je ne fais que la liaison. Voilà. Parfois, il m'arrive de faire des soins et de dire à la personne, oh là là, il y a du monde derrière. Parce que je sens beaucoup d'énergie, pas une seule énergie, mais beaucoup d'énergie arriver, vouloir presque me bousculer pour venir dire c'est à moi, c'est pour moi, ce soin-là, c'est pour moi. Et c'est génial ça, c'est génial. Mais je perçois ça de manière... je dis, allez-y, moi je suis là pour vous servir, mais... Tu leur parles en direct avec tous les morts que tu as vus au travail, quand même, tu en as eu beaucoup. Tu as été au contact de défunts ou tu as eu des conversations avec certains des défunts ou non. Même en séance je n'ai pas de contact franc avec les défunts. Parfois, j'ai la présence du défunt qui est là. Je pose la question à la personne en disant « Tiens, j'ai tel prénom ». Une information, et la personne elle est scotchée en me disant mais c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, il s'appelait comme ça. Je dis je sais pas si c'est lui, mais voilà j'ai une information, voilà, j'ai un prénom qui apparaît. Donc oui, mais je n'ai pas le don d'Henri Vigneault qui est médium. D'aucuns disent que j'ai des dons médiumniques. Peut-être, mais ce n'est pas. Je ne cherche pas à rentrer en contact avec les défunts. Et les dons évoluent, se grandissent Oui, il y a une évolution certaine entre le début de cette vie étonnante, le début de moi enfant et ce que je suis là maintenant à 65 ans. Il y a une évolution, il y a une perception. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. D'écrire un livre, vous savez, c'est... Comme un collègue le disait, vous maniez mieux l'épée que la plume. Cela dit, le récit, on est captivé, tout comme là, on est captivé par cette conversation. C'est exactement ça. Ce livre, je l'ai écrit d'un trait, c'est moi qui l'ai écrit tout seul, et... les collègues m'ont dit, c'est pas possible que tu aies écrit un bouquin tout seul, quoi. Oui, je l'ai écrit, mais j'étais pas seul. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui est passé. C'est pour ça que je suis confiant dans ce que j'écrivais, et je suis confiant dans ce que ce livre va toucher des gens, qu'il en touche 2, 3, 4, plus, c'est formidable. Mais voilà, le fait de toucher quelques personnes, c'est le but de mon livre. C'est parce que le fait qu'on m'ait autorisé à écrire ça, je dis bien qu'on m'ait autorisé, que la grande conscience universelle, que cet esprit divin m'ait autorisé à écrire ça,
c'est un signe que ça doit être fait. Voilà. Comment on reste humble face à tout ça, face à ces guérisons, ces Oh là résultats, là, c'est très simple. cette carrière même? Mais c'est très simple. Il suffit d'aller vider une fosse septique, de bêcher son jardin, de se nourrir, d'aller ramasser les œufs des poules, de se balader dans la nature et parfois de recevoir des coups de téléphone de personnes importantes, mais tout en étant les pieds dans la gadoue et les mains dans le pétrole. Donc, ouais, ne jamais oublier sa condition humaine. On est humain. Il y a une chanson qui dit ne jamais se croire pour un homme important. C'est de Louise Attaque. Et c'est vraiment ça. Il faut, tous ceux qui s'imaginent être un homme important, quand on dit homme, c'est être important. Ouais. Toutes ces personnes-là, non. Il faut les fuir. Il ne faut pas les fuir, il faut les plaindre. Ouais. Il faut les plaindre, il faut leur dire, mais mon pauvre, t'as beau avoir tout ce que tu veux, tu te crois important, tu te crois avoir des capacités financières, des capacités physiques, des capacités particulières de perception, mais reste humble. Parce que si ceux-là, il faut les plaindre, Oui. il faut leur dire, ben, revenez un peu dans cette notion d'amour, d'amour universel, là, se replanter. Bah, surtout face à quand on s'expose comme ça et c'est intime ce que tu dévoiles là et tu oses et que certaines personnes derrière l'utilisent ou critiquent ou sont méchants par rapport, à ces propos. Je veux dire, c'est dur des fois, non, à recevoir. Ah non, mais là, lorsque j'ai écrit ce livre, je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que ça allait occasionner comme critique. Des critiques, je vais en avoir, c'est forcé. C'est forcé qu'on va me... Parce que toi comme moi, on ne plaît pas à tout le monde. Toi comme moi, on a des gens qu'on dérange. Toi comme moi, on a des... Ouais. Mais il y a une Lilou Massé, il y a un Robert Martin. On peut pas nous changer, on peut pas te changer, on peut pas me changer. Je suis tel que je suis, je vais pas me transformer. Voilà, je suis tel que je suis devant la caméra, devant toi, devant les gens que je reçois à mon cabinet. Après, les critiques, même aussi à la police nationale, tu étais ce même homme, cette même vie personnelle, professionnelle. Certains se planquent derrière le professionnel. Non, alors j'ai toujours fait le distinguo entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Oui. Ça a toujours été le cas. Mais l'homme en lui-même. Mais l'homme en lui-même est toujours le même. Après, avec ses défauts et ses qualités. Si on n'était que parfait, je pense qu'on ne serait pas là, quoi. Voilà. Et oui, les critiques, je vais en avoir. Les critiques, tu vas en avoir suite à cette conversation, comme tu dois en avoir sur certaines de tes émissions. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On sent cette gratitude, cet amour, cette reconnaissance pour la vie, qui est cette foi en la vie qui est plus fort que tout, qui dépasse tout, qui est là, qui est gigantesque. Ton fameux champ des possibles dont tu parles lors d'une de tes interviews, je l'ai, moi, ce champ des possibles. Ce champ des possibles, il est devant moi, mais c'est une prairie immense, immense, immense que j'arpente, je continue d'arpenter, et j'ai une barrière devant moi, ben c'est pas grave. Il y a forcément un passage quelque part pour passer, et je le trouve, le passage, et je continue, parce que mon champ, il continue, il est infini. Et je ne sais pas jusqu'où il va. Tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu crois à la mort? Ben non, je ne crois pas à la mort, parce que ça fait partie de mon champ des possibles. J'y vais. Magnifique. Merci beaucoup pour cette délicieuse interview, ce livre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, dire Non, écoute, non, merci. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment avec toi. C'est très gentil, moi, il en est de même. Voilà. Merci. Et donc maintenant, je le dis, mais tu consultes en cabinet. Tu as un cabinet. Je consulte en cabinet, mais ton temps est peut-être... Mon temps est limité, voilà, parce que je suis énormément sollicité, mais je me préserve. Justement, je ne suis pas un homme important, donc j'aime bien me retrouver dans mes Pyrénées ariégeoises où je passe du temps aussi. Non, je travaille là-bas. Je travaille, mais justement, je travaille la terre, je travaille, voilà, je vais aider les amis pour nourrir les bêtes et ainsi de suite. Voilà,
Voilà, donc il y a tout un tas de Ça choses à crée faire. toujours une petite frustration, je dis ça parce que quand il y a des interviews comme ça qui sont diffusées à grande échelle, Oui. les gens ont envie, forcément, on a envie de te rencontrer, Mais tu vois, peut-être. et ça va être une des demandes et il va y avoir ces demandes-là. Forcément, mais il faudra Qu'est-ce que les gens, tu y il faudra réponds, que les toi gens attendent. Là, actuellement, là, j'ai mon portable, je prends plus de messages sur mon portable. Les gens m'écrivent soit sur mon adresse mail, soit On mettra le site sur voilà, on mettra le l'interview, site. Mais ça crée des frustrations, tu vois, et en même temps... j'entends bien, mais je m'en excuse auprès de ces gens. Mais si les gens ont besoin de moi, il faut qu'ils aillent peut-être voir aussi. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Il y a plein de gens comme moi qui sont humbles, qui arrivent à travailler de façon avec le cœur, avec la sincérité. Donc, ouais, je leur dirais, ben, approchez, essayez de trouver quelqu'un d'autre. Peut-être que, oui, tu vas me mettre en lumière. Mais il y a des charlatans, tu le sais. Ah oui, des charlatans, il y en a beaucoup. Alors là, méfiance. Donc comment faire le distinguo? Ah bah, moi, je suis sur le one-shot. La personne vient dans mon cabinet, elle me dit on se revoit quand. Je ne donne jamais de rendez-vous dans mon cabinet. C'est pas dur, vous repartez chez vous, vous analysez le truc, vous dormez, vous passez quelques jours, quelques semaines. Peut-être qu'on se reverra. Il y a des gens qui m'appellent 5 ans après en me disant je vous ai vu il y a 5 ans, j'ai envie de vous revoir. Ben volontiers, je les revois. Mais se méfier des charlatans, c'est je vais devoir il faudra qu'on se revoie 2 ou 3 fois et ainsi de suite. Les prix prohibitifs, c'est scandaleux. Quand je vois certains prix, c'est scandaleux. Dans le livre, je dis méfiance aux formations. Méfiance pour les formations. Vous devenez guérisseur en 3 jours en ayant dépensé 1200, 1500 €. Mais c'est scandaleux. Ouais. C'est proprement scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Donc, méfiance à tout ça. Je ne dis pas que je ne détiens la vérité, mais je dis simplement méfiance. Peut-être qu'effectivement, il y a des formations qui marchent. Personnellement, je n'ai jamais été formé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, je vous embrasse très très fort, cher co-créateur. Le Fig Guérisseur aux éditions Mama. Mama. Une maison d'édition très pertinente, avec une plein de cœur. Plein de cœur. Tigrane, bravo, et toute l'équipe de Mama Édition, parce qu'à chaque fois, c'est quand même une belle tribu, une belle famille d'auteurs. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir, chers co-créateurs, et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast. Sous cette vidéo, il y aura tous les liens. Merci, merci, gros bisous. Au revoir.